Compétence numéro 1, le parler en public. Une des choses que vous voudriez être sûr de faire, si cela vous plaît ou non, cela peut prendre aussi un certain temps, c'est que vous soyez très à l'aise avec la prise de parole en public, par exemple. Je veux dire, c'est un atout qui vous durera 50 ou 60 ans, et c'est un passif. Si vous n'aimez pas le faire, ou si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, cela vous durera également 50 ou 60 ans, et c'est une compétence nécessaire. Compétence numéro 2, être honnête avec vous-même. L'une des grandes choses que font toutes les startups est qu'elles se mentent à elles-mêmes. Encore et encore. La mienne est plus rapide, la mienne est moins chère, la mienne est meilleure, la mienne est ceci, la mienne est cela. Non, ce n'est pas le cas. Et la raison pour laquelle ce n'est pas le cas, c'est que la personne avec laquelle vous êtes en concurrence, ce n'est pas comme si elle vous ignorait. Ce n'est pas comme « Oh mon Dieu, ce gars vient de commencer sur Shopify dans le concours de démarrage et il fait $1 million cette année. Malheur à moi, je ferais aussi bien de fermer les portes. » Que font-ils? Je vais copier ce qu'ils font et maintenant vous devez rester en tête. Et donc, vous savez, vous devez être très prudent en tant qu'entrepreneur pour être brutalement honnête avec vous-même. Et ce sont certaines des choses que vous entendrez de moi en tant que mentor. Sachez ce que vous savez, sachez ce que vous ne savez pas, mais vous devez connaître votre business mieux que quiconque. Compétence numéro 3, avoir confiance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais à bien des égards, l'un des facteurs clés du succès légendaire n'est pas votre capacité naturelle. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez le bon produit, ce n'est pas si vous êtes dans le bon domaine, ce n'est pas de savoir si vous avez des antécédents bénis, ce n'est pas si vous avez le bon quotient intellectuel. Je veux que vous réfléchissiez vraiment en y concernant, déconstruisiez et jouiez avec, peut-être plus tard ce soir devant votre journal. Je veux que vous déconstruisiez cette idée de confiance. Et cela semble être un travail très simple, mais pensez-y simplement dans votre propre vie. Quand vous avez confiance, ou que nous pourrions même l'appeler feu, quand vous avez ce feu en vous, cette confiance, cette bravoure intérieure, vous avez presque ce pouvoir de faire tout ce qu'il faut pour réaliser votre vision courageuse. Vous voyez, dans ce monde, il ne s'agit pas, à bien des égards, de votre stratégie et de votre entreprise ou de votre capacité dans la vie. Il s'agit de cette chose appelée confiance. Et nous avons tous vécu ces moments de notre vie où nous sommes pleins de confiance. Et ce que les autres considèrent comme un problème, nous le voyons simplement comme une opportunité. D'autres peuvent voir une pierre d'achoppement ou un mur, mais nous la voyons comme un tremplin ou cette solution. Donc la confiance est simplement quelque chose que vous devez vraiment mettre en place. La confiance est quelque chose que vous devez vraiment développer. La confiance est une pratique. La confiance est un muscle. Et comme tout muscle, plus vous vous concentrez dessus, plus vous l'utilisez et l'entraînez, plus votre confiance grandira. Et je dois juste le répéter. Lorsque vous êtes à un endroit de votre vie, quand il y a un flux continu et constant de confiance qui traverse votre état d'esprit, bouge à travers votre cœur, vous faites l'héroïque dans votre entreprise et vous atteignez le niveau remarquable dans votre vie. Compétence numéro 4, savoir écouter. Nelson Mandela est une étude de cas particulièrement spéciale dans le monde du leadership, car il est universellement considéré comme un grand leader. Vous pouvez prendre d'autres personnalités, et selon la nation dans laquelle vous vous rendez, nous avons des opinions différentes sur d'autres personnalités, mais Nelson Mandela, à travers le monde, est universellement considéré comme un grand leader. Il était en fait le fils d'un chef de tribu. Et on lui a demandé un jour, « Comment avez-vous appris à être un grand leader ?» Et il a répondu qu'il allait avec son père aux réunions tribales. Et il se souvient de deux choses lorsque son père rencontrait d'autres anciens. Un, il s'asseyait toujours en cercle. Et deux, son père était toujours le dernier à parler. On vous dira toute votre vie que vous devez apprendre à écouter. Je dirais que vous devez apprendre à être le dernier à parler. Je le vois dans les salles de conférence tous les jours de la semaine. Même les gens qui se considèrent comme de bons leaders, qui peuvent en fait être des leaders décents, entreront dans une pièce et diront « Voici le problème, voici ce que je pense, mais je suis intéressé par votre opinion, faisons le tour de la table. » C'est trop tard. La capacité de garder vos opinions pour vous jusqu'à ce que tout le monde ait parlé fait deux choses. Premièrement, cela donne à tout le monde le sentiment d'avoir été entendu. Cela donne à tous les autres la possibilité de sentir qu'ils ont contribué. Et deuxièmement, vous avez l'avantage d'entendre ce que tout le monde pense avant de donner votre opinion.
La compétence est vraiment de garder vos opinions pour vous. Si vous êtes d'accord avec quelqu'un, ne faites pas oui de la tête. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ne hochez pas la tête. Asseyez-vous simplement là, prenez tout cela en compte et la seule chose que vous êtes autorisé à faire est de poser des questions, afin que vous puissiez comprendre ce qu'ils disent et pourquoi ils ont l'opinion qu'ils ont. Vous devez comprendre d'où ils parlent, pourquoi ils ont l'opinion qu'ils ont, pas seulement ce qu'ils disent. Et à la fin, vous aurez votre tour. Cela semble facile, ce n'est pas le cas. Entraînez-vous à être le dernier à parler. C'est ce qu'a fait Nelson Mandela. Compétence numéro 5, savoir gérer votre temps. Mon défi dans notre génération est que progressivement, à travers le divertissement, la télévision, les médias, de toutes les manières possibles, nous vivons dans une génération de stupéfaction des idées. Parce que nous avons troqué l'efficacité contre le fait d'être occupé tout le temps. Les statistiques disent... Oui, quelqu'un devrait applaudir là-dessus. Nous sommes plus occupés que toute autre génération que nous avons vue au cours des 300 à 400 dernières années. Nous sommes tellement occupés. Nous sommes plus occupés qu'un cintre à papier peint à un bras. Nous sommes juste occupés. Nous sommes aussi occupés que possible, et nous pensons que parce que nous sommes occupés, nous sommes efficaces. Mais je veux que vous remettiez en question votre emploi du temps pendant une minute, et que vous vous demandiez, êtes-vous vraiment efficace? Ou votre vie est-elle encombrée de toutes sortes de choses qui vous prennent de votre temps, vous épuisent et vous taxent, et vous empêchent d'être votre meilleur et le meilleur? Est-ce que vous substituez l'occupation et tout le chaos qui accompagne l'occupation à l'efficacité? Laissez-moi vous dire, un groupe de scientifiques s'est réuni. Ils commencent à faire des recherches et commencent à déterminer que 80% des choses que nous faisons sont des choses occupées, que nous faisons dans un domaine qui n'est pas efficace. Que la personne moyenne ne passe que 20% de son temps à faire ce qu'elle est vraiment douée, créative à, passionnée par, excitée à faire. Et le reste, ce sont tous les trucs tristes et stupides que nous devons tous faire pour survivre, juste des trucs dingues que nous faisons. Je me demande ce qui se passerait si nous passions de 80% des choses qui sont occupées mais pas efficaces et 20% des choses qui sont vraiment efficaces. Si nous changions ces chiffres et ne donnions que 20% de notre temps aux choses que nous devons juste faire pour survivre et 80% de notre temps à des choses pour lesquelles nous avons été réellement créés. Je me demande ce qui arriverait à votre vie. Maintenant, pensez-y une minute. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais me prendre et je pourrais y arriver. Tu pourrais prendre mon costume, j'en ai un autre. Tu pourrais prendre ma voiture, je pourrais en avoir une autre. Tu pourrais prendre ma maison, je pourrais en avoir une autre. Mais quand tu prends mon temps, tu m'as pris quelque chose qui est totalement irremplaçable. Nous prenons toutes sortes de questions à la gestion de l'argent. Nous savons gérer notre argent, nous savons comment réparer nos maisons. Nous travaillons sur nos cheveux, sur nos corps et tout ce genre de choses. Nous faisons tout, sauf le plus important, qui est de valoriser notre temps. Il faut du temps pour être créatif. Vous étiez censé être créatif. Vous avez été créé à la ressemblance et à l'image d'un créateur. Et à cette ressemblance et à cette image, vous avez de la créativité. Si vous aviez le temps, vous seriez créatif. Mais en l'absence de temps, et avec l'occupation et l'encombrement de la sonnerie du téléphone, le bip bip bip, vous avez tous de la musique sur votre téléphone, toutes sortes de choses, peu importe le type de chanson que vous mettez après un certain temps, vous détestez l'entendre. Parce que chaque fois que vous entendez ce son, vous savez que quelqu'un veut quelque chose de vous qui vous éloigne de ce pourquoi vous êtes doué et créé. Compétence numéro 6, arrêtez de pleurnicher. J'ai ce truc dont je fais la promotion et qui s'appelle « Pas de mercredi pleurnichard ». Mercredi, vous ne pouvez pas pleurnicher, vous plaindre ou critiquer. Et les gens se demandent que veut dire pleurnicher. Quoi que vous pensiez, ne le faites pas. Et à chaque fois que vous le faites, vous devez mettre un quart dans un bocal. Si vous vous plaignez de quelque chose, « Je ne peux pas, je suis fatigué, pourquoi moi, pourquoi pas toi ?» Chacun d'eux vous coûtera un quart. Ou se plaindre. « Pourquoi pas toi? Pourquoi tu toujours? Comment se fait-il que tu? Je suis toujours, ils ne font jamais. » Hop, ça vous coûte un quart. Puis la semaine dernière, des gens m'ont envoyé des photos de leurs bocaux de quartier.
Oh, mon Dieu! Ce qu'ils m'ont dit aussi était merveilleux, parce que je n'avais jamais été consciente à quel point je pleurnichais, me plaignais et critiquais. J'ai des mères qui le font avec leurs enfants. Donc le mercredi est un mercredi sans pleurnicher. Nous devons pratiquer cela. Nous devons arrêter de nous plaindre de ce qui ne se passe pas, de ce que nous n'avons pas, de ce que nous ne pouvons pas faire, de ce que quelqu'un n'a pas fait. Nous devons le nettoyer en 2014. Aucune plainte, aucune critique. Compétence numéro 7, restez présent dans le moment présent. Si vous vivez dans le passé, vous allez être déprimé parce que vous ressassez des choses qui vous sont arrivées, qui ne se reproduiront plus. Si vous vivez dans le futur, vous allez être anxieux parce que vous anticipez ce qui va arriver, ou vous souhaitez des choses qui ne se produisent pas encore. Être dans le présent, c'est là où se trouve l'or. Être dans le moment présent est l'endroit où vous aurez le plus de contrôle, où vous vous sentirez le plus à l'aise et où le bonheur s'épanouit. Il existe un lien très étroit entre le bonheur et la capacité de vivre le moment présent. Beaucoup de gens croient que le bonheur est lié aux choses qui vous arrivent. Pas du tout. En fait, il y a un professeur de psychologie positive. Il est l'un des grands-pères du mouvement. Il enseigne à l'université de Pennsylvanie. Son nom est Martin Seligman, et il a étudié le bonheur pendant des décennies. Maintenant, l'une des choses dont nous avons beaucoup parlé est que 40% de vos niveaux de bonheur sont prédéfinis par la génétique. 60% restants, vous les contrôlez totalement. Et l'une des choses que ce professeur a découvertes, c'est que ce qui vous est arrivé n'a pas d'importance. En réalité, certaines des personnes qui ont vécu les pires choses qui leur sont arrivées, comme les personnes qui ont survécu à l'Holocauste, sont en fait les personnes les plus heureuses et les plus reconnaissantes du monde. Le bonheur se résume à ceci, juste ici, dans votre tête. Cela revient à vos pensées, cela dépend de votre état d'esprit, cela dépend de votre attitude, et vous contrôlez à 100% ce que vous pensez. Vous ne contrôlez peut-être pas ce que vous ressentez sur le moment, mais vous pouvez toujours être en contrôle de ce que vous pensez. Cela changera ce que vous ressentez. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire en termes de réflexion, et cela nous ramène à la question de Strick, est comment devriez-vous être présent dans le moment présent? Être présent n'est littéralement rien de plus que l'habileté d'avoir vos pensées en ce moment. Pas dans le passé, pas dans le futur, mais juste ici. La façon dont vous apprenez à faire cela, c'est le moment où vous vous surprenez à être distrait, le moment où vous vous surprenez à commencer à vous inquiéter, le moment où vous vous surprenez à dériver vers le futur ou à dériver vers le passé. C'est un moment de pouvoir énorme, parce que vous venez de vous réveiller. Vous venez de remarquer que vous n'êtes pas ici, à ce moment précis. Alors, utilisez cet appel de réveil, 5, 4, 3, 2, 1, et revenez dans le moment présent. La meilleure façon de vous ancrer dans le moment présent est de chercher quelque chose dans ce moment particulier que vous pouvez savourer. Maintenant, j'utilise le mot « savourer » à dessein, parce que c'est le mot que les psychologues utilisent pour décrire ce qui se passe lorsque vous trouvez quelque chose en ce moment, ici, maintenant, sur lequel se concentrer et apprécier. Cela pourrait être littéralement les questions. Ce sont des questions imprimées de personnes sur les médias sociaux. Si je devais m'arrêter à les regarder et les savourer, ce que je ressentirais en ce moment est une immense gratitude, parce que les gens prennent le temps d'écrire. Et cela me rend incroyablement reconnaissante. Et cela me rend également très heureuse, car cela signifie que les gens qui écrivent prennent le contrôle de leur vie et recherchent les informations dont ils ont besoin. Une autre forme de savourer à laquelle nous pouvons tous nous rapporter est celle de manger. Pendant que vous mangez, au lieu de dériver vers le futur et de penser à tout ce que vous devez faire ou de traîner dans le passé et de ressasser tout ce qui s'est passé pendant la journée, soyez dans ce moment, dans ce repas. Ralentissez. Pensez à la nourriture que vous mangez. Pensez aux personnes avec lesquelles vous êtes assis et à ce que vous ressentez à leur sujet. Et si vous voulez monter d'un cran, en fait, soyez reconnaissant. « Hé, cette nourriture a un goût incroyable, merci d'avoir cuisiné. » Ou « Je suis si heureux de vous voir et nous avons le temps de prendre ce repas ensemble. » Les petits actes simples de savourer sont la façon dont vous développez votre bonheur à l'intérieur du moment présent. Alors comment être alors plus présent? Simple. Au moment où vous vous surprenez dans le futur, dans le passé, inquiétant, peu importe, recentrez-vous ici, maintenant. Alors trouvez quelque chose ici, maintenant, que vous pouvez savourer. Et quand vous faites cela, vous n'allez pas seulement être présent, vous allez vous sentir plus reconnaissant et vous allez ressentir un petit regain de bonheur. Compétence numéro 8, être consistant.
Le succès n'est pas une destination. Les gens pensent toujours que « Oh mon Dieu, cette personne a tellement de succès !» parce qu'elle a eu un film ou une émission réussie. Mais le succès est un voyage. Vous devez toujours avoir du succès de façon consistante. C'est à ce moment-là que vous réussissez vraiment. Sinon, vous souviendrez de votre dernier échec. Et j'en ai eu quelques-uns, mais je dois juste compenser mon échec en me levant et en courant. Plus vous prenez de temps pour pleurer, plus vous perdez de temps à réussir. Donc, il vous suffit de vous ressourcer, de vous relever, de vous épousseter et de dire « Qu'est-ce que je peux faire ?» Il y a toujours une solution. Vous ne pouvez pas vous y attendre. Les gens se trompent toujours sur le fait que, simplement parce que cette année a été ce qu'elle a été, c'est parce que j'ai constamment travaillé dur pendant environ 10 ans. Alors maintenant, je connais assez bien mon travail pour pouvoir être apprécié pour cela. Mais si je n'avais pas eu les 10 dernières années, je n'aurais jamais eu cette année ou l'année précédente. Donc, le succès n'est pas une destination. Ce n'est pas comme « Bien, aujourd'hui, vous êtes puissant ». Vous devez toujours être puissant et toujours réussir. Et c'est un voyage. Compétence numéro 9, dormir assez. Eh bien, tout d'abord, je donne la priorité au sommeil. Cela signifie dire non aux choses que vous voulez faire. Ce n'est pas facile. Non, c'est dur. Je pense que c'est le plus dur. Hier soir, vous savez, Sheryl Sandberg m'a interviewé au San Fran Symphony Hall. Puis j'ai dû signer des livres et j'aurais adoré aller dîner avec elle. Mais je me suis couché. Vous savez, parce que si j'étais sorti dîner et que je n'avais pas dormi au moins 7 heures dont j'avais besoin et que je devais me lever tôt pour faire la télé, je n'aurais pas aimé être ici avec vous maintenant. Et j'aime vraiment ça, et je suis présente à 100%, et je ne suis pas fatigué. Et je déteste être fatigué plus que je ne déteste rien. Compétence numéro 10, avoir de l'empathie. J'ai beaucoup réfléchi au pouvoir de l'empathie. Dans mon travail, c'est le courant qui me relie à mon pour réel, à un personnage fictif. Dans une histoire inventée, cela me permet de ressentir des peines et des sentiments simulés et une douleur imaginaire. Mon système nerveux est câblé avec sympathie et il conduit ce courant à vous, assis dans une salle de cinéma, et à la femme assise à côté de vous, et à son ami, afin que nous sentions tous que cela nous arrive en même temps. C'est une ressource très mystérieuse et précieuse de l'espèce humaine. Et les femmes, je pense, y ont accès sans effort. Nous pleurons aux films tristes. Nous ne sentons pas que nous perdons la face, la stature ou la position en le faisant. Nous voyons un reportage qui nous met en colère et nous écrivons des lettres à travers les larmes, le cœur battant. Je me demandais souvent pourquoi les êtres humains développent ces réponses gênantes et embarrassantes, cette obstruction reniflante, étouffante et humide. Vous savez, cette chose que les médecins et les soldats, les négociants en bourse, les journalistes, les mannequins, les politiciens, les commentateurs d'actualité et les capital risqueurs doivent tous supprimer pour travailler le plus efficacement possible. J'ai pensé à quelle fonction de valeur pourrait-elle servir dans le schéma darwinien de survie du plus apte, du plus fort et du plus lourdement armé? Non, sérieusement, j'ai pensé pourquoi et comment avons-nous évolué avec cette passion faible, inutile, intacte, au plus profond du cœur. Et la réponse, telle que je l'ai formulée à moi-même, est que l'empathie est le moteur qui alimente le meilleur de nous. C'est ce qui nous civilise, c'est ce qui nous relie.